vous a demandé comment vous avez fait pour transcrire les impressions qu'ils ont eues, ceux qui sont partis. Est-ce que sur place, au Mexique, ceux qui sont partis, les descendants, ceux qui sont partis, ont créé des liens qui font qu'ils ont beaucoup raconté, beaucoup transcrit par écrit leurs impressions? Non, c'est tout inventé. C'est tout ce que j'ai ressenti moi-même. Ou transmis à l'oral, ils n'ont pas expliqué à leurs enfants? Non, parce que mon grand-père, moi je n'ai pas connu mon arrière-grand-mère qui est morte quand ma maman avait 1 an. Et mon arrière-grand-père était déjà mort. Et là, moi, je suis comme ma maman, nous sommes toutes les deux nées à Mexico, donc c'est complètement différent. Donc peut-être les impressions que j'ai eues là, la sueur, l'humidité et le verre et tout, sont mes impressions, moi, de quelqu'un qui vient de presque une montagne, parce que la ville de Mexico est à 2400 mètres, donc sec et froide, et pas si froide qu'ici, mais c'est plutôt ça, ni ma maman, ni d'ailleurs mon grand-père, parce qu'on ne parlait pas, en fait, quand on y allait, c'était les vacances, c'était le soleil, on s'habillait comme pour les vacances, quoi. Donc, non, c'est plutôt ce que j'ai imaginé, moi, qu'ils ont pu ressentir quand ils sont allés. Ce qu'on sait, par contre, c'est que mon arrière-grand-mère a enlevé son corset et qu'elle en avait honte. Et là, la scène, je l'ai inventée parce que ce sont ces pensées que je ne pouvais pas connaître, mais que j'ai écrites. Mais ça, on le sait pour de vrai, qu'elle a dû enlever son corset. Ça, elle était mal à l'aise. Il faisait tellement chaud. Alors oui, on l'a parce que c'était des gens qui, premièrement, n'écrivaient pas beaucoup. C'était des gens de l'oral. D'ailleurs, il y a une lettre de Léontine Couturier quand Joseph Pochat du Montremont rejoint les frères Couturier. Elle dit à son frère, auquel elle écrit, dis-lui beaucoup de choses pour qu'il me dise. C'était plus l'oral qui comptait que... Et moi, j'ai recueilli un souvenir, mais c'est de Jean-Marie Level, là, le premier qui était parti d'Entremont et qui a fait venir nos tonins au Mexique. Il paraît que quand il est mort, donc il avait 76 ans, en 1890, il était arrivé en 1840 à peu près, il était dans son lit d'agonie, et alors il y avait sa famille autour de lui, alors père, grand-père, qu'est-ce que tu penses? Oh, ben, il dit, j'ai une belle vie, c'est le moment de partir, mais il dit, j'ai qu'un regret, c'est de ne pas voir la neige de mes montagnes avant de fermer les yeux. C'est des types comme ça de souvenirs qu'on a presque. T'es parti. Donc finalement, quand tu parles au début du titre du roman, on parle de déracinement et tu parles aussi de la voix qui est plutôt amère, du passage que tu viens de nous lire, qui a des difficultés parfois, mais on voit très bien que finalement cette migration c'était une réussite totale. Oui, c'est quand même marrant, c'est paradoxal. On appelait le roman déracinement, mais on aurait pu l'appeler réimplantation ou quelque chose comme ça. Parce que, non, c'est que, oui, et merci pour ta question, parce que on parle toujours de migration du point de vue de ce qu'on perd, je crois, ou au moins, je sens que ici, je viens de parler de tout ce qu'ils ont perdu, ce qui leur manque, la nourriture, le climat, les gens, la sœur. Mais de l'autre côté, c'est aussi la création. De l'autre côté, c'est tout ce qu'on fait, tout ce qu'on ajoute là au lieu où on va. Et je disais l'autre jour, je faisais une dédicace à Chambéry, et je disais, bah oui, qu'est-ce que serait le New York sans les immigrants, non? Les immigrants, c'est aussi les gens qui donnent, qui ajoutent, qui changent pour enrichir. Et
maintenant, qu'il y a encore une période de migration, on râle beaucoup, on n'aime pas, on dit bah ils vont changer. Oui, mais c'est ça, c'est un peu l'humanité, non? Ça change tout le temps. Hein. Et les gens qui vont et viennent, ce sont les gens qui renouent le son aussi. Alors oui, mais maintenant on sait, on parlait d'ailleurs de la nourriture de mon arrière-grand-mère. Moi, quand j'ai grandi, j'ai toujours su qu'elle était, on sait qu'elle était chef de cuisine, ce qui est du fond, non. Mais elle faisait si bien que les gens prenaient ses recettes à elle. Et il y a toujours des choses qu'on fait comme elle a commencé à le faire parce qu'elle avait une technique, une idée de comment faire, mais avec les ingrédients qu'elle trouvait là-bas. Donc, il y a toujours des choses qu'on a commencé à faire qui sont maintenant, il y a des crêpes avec des ingrédients qui sont vraiment, tu trouves plus mexicain que ça. Donc, ce sont des choses qui vraiment t'enrichissent la façon de faire, pas seulement dans la nourriture, mais dans tout, non? Les vêtements, les habitudes, tout ça. Oui. Oui, donc c'est aussi semer ailleurs, qui était un titre que moi je voulais. Lui, il a gagné. Oh. Il voulait déraciner les gens, moi je voulais semer ailleurs. C'est bon quand même. À la En cuisine. fait, vous avez dit que votre grand-père était médecin. Pardon? Vous avez un descendant, un ancêtre qui a été médecin. Donc, Ouais. une famille de migrants, cultivateurs, ils ont eu les moyens intellectuels et financiers de pousser un enfant à faire médecine, ce qui est quand même assez extraordinaire. Et alors, ils ont vécu à Mexico. Comment ça s'est passé parce que pour ce fils qu'on a poussé aux études? Ils étaient toujours des guérisseurs, donc, mais ils étaient, et de ça je parle, ils étaient pas vraiment des illettrés. Il y avait mon arrière-grand-mère qui était descendante d'un secrétaire de Voltaire, qu'on appelait les philosophes, parce qu'il était le secrétaire. Donc ils lisaient et ils étaient des guérisseurs. Ah, il y avait Oui, il y avait. Alors, par exemple, je parle beaucoup du petit Albert et du grand Albert. Ça, c'est en ligne, on peut le trouver sur Internet. Je suis allée voir de quoi il s'agissait parce que je savais que c'était un livre que les gens consultaient. Donc, peut-être que j'ai fait un peu un personnage aussi des livres. Et alors, il lisait. Il savait un peu, la sœur de mon grand-père, par exemple, elle était des... Comment ça s'appelle? Quand il soignait les os cassés. Et lui, il a toujours dit, il est tombé du cheval, mon grand-père, quand il était petit, je crois qu'à 8-10 ans, et il y avait une femme indienne qui a sorti sa poitrine et qui lui a jeté du lait dans l'œil, qu'on faisait, parce qu'il s'est coupé l'œil un peu dedans. Alors, elle lui a jeté du lait et elle lui a dit, c'est pour te guérir, quoi. Et lui, il racontait ça je lui ai entendu dire, et il a eu l'idée de pouvoir faire pour les autres. De comprendre pourquoi. Alors, parce qu'il a étudié l'école primaire en français, comme on faisait à l'époque à Saint-Raphaël. Donc, quand il a eu 14 ans, 15, je crois qu'il est monté à Tessutlan, qui était déjà dans la montagne, beaucoup plus haut, là où on allait quand on voulait faire l'école secondaire. Il y avait un bon collège. Là. Et là, il a fait l'école primaire et l'école secondaire en même temps, parce qu'il fallait qu'il le fasse en espagnol, et après l'espagnol d'ailleurs. Et puis, il est passé à Jalapa, qui est la capitale de l'État de Veracruz, pour faire la préparatoire, ou le lycée. Le lycée, non? Oui, le lycée.
Et puis, il est monté à la ville de Mexico pour faire l'université. Donc là, la légende, et ça c'est bien sûr en dehors du roman, mais ça c'est du vrai, et il a dû, parce que leur famille lui envoyait de l'argent quand même pour qu'il vive, l'école était gratuite, mais lui il devait vivre, il payait la pension, les livres et tout ça. Et son frère gardait la moitié, donc on ne lui envoyait que la moitié de l'argent. Et tout son temps, quand il était étudiant, il était grand et il faisait 1m96. Et il était fort, alors il vendait son sang. À l'époque, c'était encore permis, donc il vendait son sang, c'est comme ça qu'il s'est payé ses études. Et à la fin de sa vie, il avait pas mal de problèmes de tension artérielle haute. Et il a toujours dit que c'était à cause de ça, parce que pendant 4 ans, il a vendu tout ça. Donc mais il a été un médecin incroyable. Vraiment. Je l'ai vu qu'un jour à un restaurant, on mangeait, et la fille est venue pour prendre l'ordre. Et lui, il a dit, vous avez un problème de... La thyroïde a grandi. Je sais pas comment c'est. Et elle lui a dit, oui, on m'a dit, mais... il a dit, envoyez le capitaine, je lui parlais, je vous opère après-demain. Tenez, faites ces analyses. Elle lui a dit, non, mais je n'ai pas l'argent, je n'ai pas le temps. Il dit, je ne te parle pas d'argent, je ne te parle pas de temps, je te parle de ton thyroïde. Donc, c'est après-demain, à l'hôpital, tu viens... Et c'était lui qui payait, il payait l'hôpital, payait l'équipe, il payait l'opération et tout. Mais il disait, je fais le serment d'Hippocrate. Donc, c'est à moi de soigner les gens. Donc, c'est mon travail, je soignais les gens. Il faisait comme ça. Il était vraiment un type incroyable. J'ai eu la chance